Europe 1. Le blocus américain. On va parler des démêlés du pape Léon XIV avec Donald Trump dans un instant. Mais d'abord, il y a ce blocus américain. Il est censé avoir démarré il y a pile 2 heures. Donald Trump affirme que des bateaux américains vont prendre position dans le détroit d'Ormuz pour empêcher toute circulation de navires. Mathilde Ibanez nous a rejoint. Bonsoir à vous. Qu'est-ce que l'on sait exactement, précisément, de ce blocus à l'heure où on se parle, Mathilde? Eh bien, on sait qu'il a débuté à 16 heures, ce fameux blocus américain qui interdit la circulation aux navires de toute nationalité entrant ou sortant des ports et zones côtières iraniens. À savoir que l'Iran dispose de 3 principaux ports. Celui d'Imam Khomeini, de Badr Abbas, mais également de Chabahar. Alors il faut savoir que ce blocage, il est jugé illégal du côté de Téhéran. Je cite, « Si la sécurité des ports de la République islamique est menacée, aucun port dans le golfe Persique et la mer d'Arabie ne sera en sécurité. » Les États-Unis précisent par contre l'autorisation à la circulation des navires ne partant pas ou ne se dirigeant pas vers l'Iran à travers ce détroit d'Ormuz. Mathilde, comment les Américains peuvent-ils réaliser concrètement ce blocus maritime? Ils peuvent utiliser leur force armada aéronavale présente déjà dans la région pour filtrer les navires, contrôler les cargaisons et surtout sécuriser la zone face aux menaces iraniennes. Et Donald Trump a également averti sur son réseau social que les navires d'attaque rapide qui s'approchent ne serait-ce un peu de notre blocus seront immédiatement éliminés à l'aide du même système d'élimination que celui que nous utilisons contre les trafiquants de drogue en mer. C'est rapide et brutal, a-t-il dit. Mais ce blocus, il ne fait pas l'unanimité, puisque l'ONU rappelle, conformément au droit international, aucun pays n'a le droit d'interdire le droit de passage inoffensif ou la liberté de navigation dans les détroits internationaux utilisés pour le transit international. Un blocus, en tout cas, qui ne reçoit pas le soutien également de l'Espagne, qui a affirmé que cette action n'avait aucun sens. De même pour le Royaume-Uni, qui souhaite surtout déminer le détroit. Londres qui va justement organiser une conférence avec Paris dans les prochains jours pour établir une mission pacifique destinée à restaurer la liberté de navigation dans le détroit. Merci beaucoup pour ces précisions. Mathilde Ibanez, Général Gomard, comment on fait pour sécuriser un détroit qui fait combien de kilomètres de long? Une cinquantaine, c'est ça? En large, en 30 à 40 km. Non, en longueur, c'est plus pas loin de 1000 Bien sûr, kilomètres. mais en largeur, en largeur, c'est 30 à 40 et endroits les plus étroits. Il faut combien de destroyers pour bloquer ça? Je l'ignore, mais je dirais qu'il faut être en mer déjà et pas loin du détroit pour pouvoir le bloquer. Mais les bateaux, la marine américaine est capable de le faire, bien sûr, capable d'empêcher des bâtiments de rentrer dans ce détroit et capable surtout de les laisser sortir. J'imagine que Donald Trump, en faisant ça, veut mettre la pression sur la Chine. Il veut internationaliser le conflit, mettre la pression sur la Chine, parce que le pétrole iranien alimente à 16% la Chine. Et donc, en asséchant la Chine va peut-être réagir pour mettre la pression elle-même sur l'Iran et leur dire de cesser cette guerre, de se rendre ou que sais-je. Mais en tous les cas, il cherche à internationaliser le conflit. Y arrivera-t-il? Ça reste déterminé. La bonne nouvelle, c'est effectivement cette volonté franco-britannique de chercher à déminer ou à réouvrir ce détroit. C'est-à-dire avec une armada européenne, c'est ça, qui se dirigerait vers le détroit d'Ormuz? Ça reste à déterminer. Je ne sais pas ce qu'ils veulent faire. C'est pas ce qu'ils veulent faire pour l'instant. Hein. Non, une conférence pour la paix, c'est déjà pas mal. Mais des conférences pour la paix, tout le monde peut en organiser. On peut avoir des belles paroles. Mais que fait-on derrière? C'est ça la réalité. Je ne sais pas ce qu'ils proposeront. Gauthier Lebret. Moi, je pense aux consommateurs français qui nous regardent. On lui a dit la semaine dernière, vous inquiétez pas, cher automobiliste, votre carburant va baisser de 5 à 10 centimes, ce qui ne suffira évidemment pas avec la hausse des prix qu'on a eue ces derniers jours, ces dernières semaines. Michel-Édouard Leclerc a même dit la semaine dernière qu'on ne retrouverait jamais les prix d'avant-guerre. Et donc là, le détroit d'Ormuz était passé de bloqué par les Iraniens à débloqué par les Américains, à rebloqué par les mêmes Américains. Donc c'est à ne plus rien y comprendre. Et voilà, les premières personnes auxquelles j'ai envie de penser, c'est tous ceux qui font le plein, qui n'en peuvent plus. Sébastien Lecornu a fait une traditionnelle allocution devant Matignon pour dire aux Français qui a du mal à boucler les fins de mois, qui est en zone rurale, passer à la voiture électrique. C'est-à-dire qu'on a du mal à faire démarrer la petite voiture qui vous permet d'aller travailler et de faire ses courses. Et le Premier ministre à Paris qui vous dit non, la solution, c'est le tout électrique, il faut passer aux voitures électriques. Mais j'arrive même pas à faire mon plein, monsieur le Premier ministre. J'arrive même pas à payer mon diesel. Donc le diesel qui augmente, les 5 à 10 centimes de baisse qu'on n'a pas vu, parce qu'on n'a pas le temps de les voir, le détroit d'Ormuz est rebloqué à nouveau. Donc cette stratégie américaine est pose quand même question, avec une base, je rappelle, MAGA, Make America Great Again, qui est contre cette guerre, avec des Américains qui sont opposés
à ce conflit, et avec le monde occidental qui en paye les conséquences économiques. Parce que le 1er mai, le gaz, il va augmenter de 15%, pour 7 millions de foyers. Et puis évidemment, quand le gaz, le carburant, l'électricité augmentent, c'est tout augmente en fait. Toutes les denrées de première nécessité. Ça coûte plus cher de fabriquer une baguette, donc ça coûte également plus cher de l'acheter. Voilà. Général Gomard, un dernier mot sur ce blocage du détroit d'Ormuz. Trump a plutôt intérêt à se sortir très très vite de cette situation. C'est pour ça qu'il tente l'asphyxie économique. Trump avait des objectifs qui, pour l'instant, ne sont pas réellement atteints. Il voulait empêcher la poursuite du programme nucléaire. On n'est pas certain qu'il soit totalement terminé. Il voulait que le détroit d'Ormuz reste ouvert. Il est fermé. Il voulait que le régime soit remplacé et tombe. Et le régime est toujours en place. Donc, il faut qu'il trouve une porte de sortie. Certes, les têtes de chaîne, ont été éliminées, mais l'État est affaibli. Ils ont beaucoup moins de stock qu'avant. Mais pour l'instant, l'État iranien résiste, même s'il est largement affaibli. Donc, il n'a pas atteint du tout ses buts de guerre. Donc, il cherche une porte de sortie. Et cette porte de sortie, si jamais il arrive à libérer les détroit d'Ormuz, ça serait pour lui une victoire. En tous les cas, il ferait de l'autocélébration, de l'autopromotion comme il sait faire. À condition, Louis Dragnel, que les Français aussi, les Alliés, puissent venir arriver en force d'appoint aussi pour sécuriser ce détroit d'Ormuz. Oui, qui est miné par ailleurs. Mais après, je ne vois pas du tout comment des bateaux français pourraient s'intégrer dans un dispositif américain. Si les Américains, eux, disent nous, on est là pour taper, pour tirer, pour intervenir en cas d'échange de coups de feu, là où les Français et les Européens, pour l'instant, disent nous, c'est hors de question, on n'intervient qu'à une seule condition, c'est s'il y a un cessez-le-feu. Et donc, c'est pour Oui, mais on voit bien qu'il est extrêmement fragile, là, aujourd'hui, qu'à tout moment, ça peut basculer. Et d'ailleurs, c'est un peu le pari de Trump, il est persuadé que son blocus va provoquer le contraire, c'est-à-dire va faire en sorte que les Iraniens reviennent sur leur position. Mais aujourd'hui, je vois aussi la possibilité d'un Iran qui dit c'est pas grave, on a déjà tenu, on va continuer à tenir. Et Trump ne trouve pas de porte de sortie. Ils l'ont bloqué eux-mêmes. Arnaud Benedetti. Non, mais on voit bien que la stratégie de Trump, c'est de faire pression pour arriver aux conditions d'une désescalade. Le problème, c'est qu'il est face à un régime qui est dos au mur et qui se bat pour sa survie. Et un régime qui se bat pour sa survie, c'est un régime qui n'est pas enclin finalement à lâcher et à enclencher un processus de désescalade. On est face quand même à un régime qui est assez fanatique aussi dans son fonctionnement. Donc penser qu'il a des acteurs qui ont une rationalité propre, en l'occurrence, mais qu'ils vont entendre ce message du côté de Trump, à mon avis, c'est peut-être une illusion. Rachel, sur cette tentative de blocage du détroit d'Ormuz, dont on n'a pas les preuves encore à l'heure où on se parle. Oui, absolument. Mais je pense qu'effectivement, on tente de décrire la stratégie de Trump, et sa stratégie, c'est d'être dans l'imprévisibilité pour justement tenter de priver les Iraniens de leurs moyens de pression. Donc, c'est-à-dire, ils préfèrent qu'il y ait un blocage de ce détroit plutôt que ce soit eux qui bloquent le détroit d'Ormuz, et par ailleurs qu'ils nous fassent augmenter peut-être encore plus les prix. Par ailleurs. Donc je trouve que vraiment, on est dans cette situation-là où Trump fait semblant de dire on négocie, la table des négociations, mais en réalité, il n'y a pas de négociation, c'est une mise en scène de la négociation, et on est peut-être dans un cessez-le-feu, mais dans uniquement des moyens de pression. Merci beaucoup. On va faire une petite pause. Merci au général Gomard. 18h16 de retour dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Nicolas Bavrez nous a rejoint. Bonsoir à vous. Votre dernier livre, c'est Le Sursaut, la France qui tombe 20 ans après. On va plutôt parler d'international avec vous, mais évidemment, il y a des conséquences pour la France à cette crise iranienne. On va écouter Donald Trump qui, hier, était mécontent de l'échec des négociations au Pakistan, mais qui rappelle sa fermeté sur la question de l'arme nucléaire iranienne. On l'écoute. Je pense que l'Iran est dans une situation compliquée. Je pense qu'ils sont vraiment au bout du rouleau. Nous avons eu une réunion qui a duré 21 heures. Nous comprenons la situation mieux que quiconque. Et l'Iran est dans une situation très difficile. Et pour que vous compreniez bien, l'Iran n'aura pas d'armes nucléaires. Il n'y a aucune chance qu'ils en obtiennent une, même s'ils le veulent toujours, et ils l'ont clairement fait savoir l'autre soir. L'Iran n'aura pas d'armes nucléaires. Là-dessus, est-ce que c'est au moins une promesse de Donald Trump sur laquelle on peut le créditer, Nicolas Bavrez, sur l'arme nucléaire iranienne? Il n'y en aura pas. Il n'y aura pas d'arme nucléaire iranienne. Pour l'instant, il faut toujours regarder les faits. Pour l'instant, les Iraniens détiennent 440 kilos de matière fissile enrichie. Ça permet de faire potentiellement 12 bombes atomiques. Et pour l'instant, ces matériaux sont toujours en Iran, sans doute enfouis
Mais il est clair que les dirigeants actuels de l'Iran n'ont aucune intention de les rendre. Et ils l'ont clairement fait savoir. C'est ce qui a fait capoter les négociations et derrière les propos de Trump sur la position respective des belligérants, il faut rappeler que c'est un conflit asymétrique. Et dans le conflit asymétrique, le faible qui ne perd pas gagne et le fort qui ne gagne pas perd. Et pour l'instant, le faible qui ne perd pas, c'est l'Iran. Et le blocus, c'est vraiment une arme à double tranchant, puisqu'il est clair que ça va pénaliser l'Iran, mais ça pénalise encore plus les États-Unis et le reste du monde, parce que ça veut dire que le marché pétrolier va évidemment souffrir, que les prix du pétrole sont mondiaux et vont continuer à monter, que le trafic maritime est bloqué, avec non seulement le pétrole, le gaz, mais les engrais, l'hélium, tout ce qu'il faut pour la pétrochimie, et que l'approvisionnement des monarchies du Golfe, puisqu'elles vivent des conteneurs qui arrivent, est aussi bloqué. Donc le blocus, c'est vrai qu'il est pour le moins à double tranchant, et s'il doit s'installer dans la durée, les Iraniens vont évidemment être très fortement pénalisés, mais moins que les monarchies du Golfe, et le consommateur occidental va souffrir. Notamment en France, on va continuer à souffrir beaucoup de cette crise énergétique, mais pas seulement. On parlait des engrais, de nombreuses matières premières qui transitent par ce détroit d'Ormuz, Nicolas Bavrez. Tout le monde va souffrir, c'est-à-dire que le consommateur va évidemment souffrir. Un choc pétrolier, c'est toujours un transfert massif de richesses du consommateur des pays consommateurs jusqu'aux pays producteurs. Donc là, le prix du pétrole a doublé, donc ce transfert, il a lieu. Et puis, ça pénalise les producteurs, parce qu'il y a une mécanique d'inflation sur les matières premières, et aussi parce qu'il peut y avoir des pénuries, ce qui va être le cas sur les engrais, donc un énorme problème pour l'agriculture, et puis sur des matériaux qui sont critiques, par exemple tout ce qui permet de faire du plastique, qui est quand même un matériau certes peu écologique, mais utilisé par énormément de secteurs. Donc tout le monde va souffrir. Et c'est pour ça que l'idée par ailleurs, d'être dans le déni du fait que c'est un vrai choc pétrolier, me paraît une idée... on a vu les ministres rétropédaler, redire non, oui, non. Une nouvelle idée mort-née. Gauthier Lebret, effectivement, on est là dans l'interrogation sur la stratégie américaine. Il n'y a pas un pays occidental qui soutient le blocus, parce que tous les pays occidentaux font face à la même réalité, des consommateurs qui n'en peuvent plus, qui voient le gazole en France très tranquillement. On est en train de s'acheminer vers les 3 € le litre. Hein. On tourne autour. Il y avait Il est à 2,50 là. Ouais. Un peu plus. Il y avait une vidéo d'un consommateur italien qui passait la frontière avant le cessez-le-feu. Le prix était à 2,80 dans la station essence dans laquelle il était en ce qui concerne le diesel. Donc vous ne pouvez pas avoir un gouvernement occidental qui appuie le blocus de Donald Trump alors que lui-même avait négocié que pendant le cessez-le-feu, il soit débloqué par les Iraniens. C'est totalement impossible. Et effectivement, tout le monde est concerné. Les agriculteurs, on parlait des engrais, sont concernés, mais ils en peuvent plus parce qu'ils ont le gazole non routier qui a lui aussi explosé. Et puis, dans cette guerre du Golfe, il y a beaucoup de raffineries qui ont été touchées. Donc les raffineries, ça va mettre des mois, voire des années à être reconstruites. Et tant que ces raffineries ne seront pas reconstruites, eh bien, il y aura moins de pétrole disponible et donc de carburant disponible à la fin. Donc tout est comme ça va prendre énormément de temps pour revenir. Et c'est ce que disait Michel Leclerc, on ne reviendra jamais au prix d'avant. D'accord. Et donc c'est pour ça que cette guerre, me semble-t-il, va être de plus en plus impopulaire, à la fois aux États-Unis et en Europe. Mais il faut qu'elle se termine vite, Louis de Ragnel, pour tout le monde, surtout pour les Américains. En tout cas, nous, on a intérêt, les Français ont intérêt, Donald Trump a intérêt, mais ce qui est vrai, moi je suis d'accord avec ce que dit Gauthier, pour moins que ça, il y a eu la crise des Gilets jaunes. Hein. Là, le prix de l'essence est extrêmement élevé. Et l'entourage du Premier ministre nous dit que le Premier ministre, donc Sébastien Lecornu, n'est pas satisfait des faibles baisses constatées pour l'instant sur les prix à la pompe et a demandé aux ministres... Il a raison. Hein. Il a demandé à ses ministres une analyse approfondie. Bon. Ah non, mais il nous annonçait 10 centimes ou 20 centimes, on est à 1 centime. Mais c'est ça le problème de ce pays aussi, c'est le problème de ce pays. Moi, ce qui me frappe, c'est que dès le début aussi, le gouvernement a fait le choix de discréditer totalement la baisse des taxes en disant que c'était idiot, stupide, inopérant. Et vous avez quand même tous les pays qui, progressivement, pays européens s'y mettent. Hein. Même l'Allemagne s'y met, il y a l'Italie qui s'y est mise. Je ne dis pas que ça change la vie des gens, hein, mais au moins psychologiquement, ça montre qu'il y a des leviers. Non, mais il y a deux choses. D'abord, comme on le disait, le prix du pétrole, c'est un prix mondial. Donc aujourd'hui, non seulement il ne va pas baisser, mais il va monter compte tenu de ce qui se passe. Et donc, que ce soit répercuté, c'est une chose. Ensuite, sur
le problème des taxes, qui sont effectivement considérables dans le prix. Le problème de la France, c'est qu'il n'y a plus aucune marge de manœuvre budgétaire, contrairement à l'Italie, contrairement à l'Espagne. Je rappelle que nous sommes de loin le pays qui a les finances les plus dégradées de la zone euro, et donc l'irresponsabilité de ceux qui ont accumulé quand même depuis 2017 1200 milliards d'euros de dettes supplémentaires fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas de marge de manœuvre. Je rappelle que l'an dernier, le service de la dette, c'est 65 milliards. C'est plus que l'éducation nationale, c'est plus que la défense. C'est le premier budget aujourd'hui, c'est le service de la dette. Et ça va être bien pire dans les années qui viennent. Et les taux ont déjà approché 4%. Parce que dans les conséquences, effectivement, c'est une vraie stagflation. Donc on va avoir moins de croissance, plus d'inflation, plus de chômage et des taux d'intérêt plus élevés. C'est quand même le programme. Et donc... c'est le programme des chocs pétroliers qu'on a vécu Arnaud en Benedetti. 1914, les 77 et 78, sauf que personne n'emploie le mot parce qu'on sait très bien à quoi ça fait référence en l'occurrence. Donc politiquement, en effet, moi je suis d'accord avec ce que dit Louis, c'est-à-dire qu'on a eu une crise des Gilets jaunes pour beaucoup moins que cela. Alors, ce qui à mon avis permet d'amortir le choc, c'est qu'on a une élection présidentielle dans un an, et donc ça peut calmer finalement le prurit social qui pourrait en effet se développer. Mais les réponses en effet du gouvernement aujourd'hui sont des réponses qui sont en tout cas totalement insatisfaisantes pour ceux qui aujourd'hui subissent la crise. Allez dire acheter une voiture électrique et qu'on va avoir un plan d'électrification. Vous voyez bien que la temporalité n'est pas du tout adaptée à la temporalité de ceux qui sont dans l'urgence et qui doivent aller faire leur plein pour tout simplement aller travailler. Et qui n'achètent jamais de voiture neuve. Gauthier, et après Nicolas. C'est ça qui est stupéfiant, je trouve, dans les annonces du Premier ministre. Il y avait des annonces structurelles qui, honnêtement, pourquoi pas, et je trouvais que ça ressemblait plus à une déclaration de politique générale d'un début de quinquennat. Mais là, on n'est plus du tout dans la même configuration. Non, mais c'est une chose. Et il parlait de l'acquisition de l'aide pour aider les Français à acquérir une voiture électrique neuve, en disant que ça coûtera le même prix qu'une voiture neuve. Mais en fait, à part les voitures de société, il n'y a plus de Français qui achètent des voitures neuves. D'ailleurs, c'est un problème, tout le monde achète des voitures d'occasion. Donc les Français n'auront pas les moyens d'acheter une. Non seulement ça ne va pas baisser entre 5 et 10 centimes, mais ça va augmenter évidemment avec le blocus des Américains. Mais la stratégie de communication du gouvernement depuis le premier jour de cette crise est même inquiétante. On a Maud Bréjon, dans un premier temps, porte-parole du gouvernement, qui nous dit on va voir si ça monte aussi fort qu'on le dit. Une semaine plus tard, elle va sur une chaîne info concurrente pour dire, je la cite, mea culpa, on ne pensait pas que ça monterait aussi vite et aussi fort. Ensuite, on a des réunions à Matignon qui s'enchaînent où il ne sort pas une seule mesure, si ce n'est pas de baisse de taxes, et tous ceux qui demandent une baisse de taxes sont des gros démagos qui font le jeu du Rassemblement national. Ensuite, on a des aides extrêmement ciblées, mais qui ne suffisent pas aux routiers, aux agriculteurs. Et on a enfin un Premier ministre qui vient nous parler de voitures électriques, alors que... Ça, vous n'en êtes pas remis, ça. Mais c'est-à-dire que c'est tellement déconnecté. Vous êtes mais imaginez, vous nous regardez, vous êtes français, vous avez du mal... Et pourtant, il est très connecté, le Premier ministre. Et je sais, il fait son marché. Il est premier adjoint au maire de Vernon. Enfin, vous m'excuserez que le Français qui n'arrive pas à boucler les fins de mois, pour qui la fin de mois, c'est au 15 du mois, qui se demande s'il ne va pas se mettre à faire du covoiturage pour aller faire les courses, parce que maintenant, faire les courses, il y a non seulement ce que vous mettez dans votre caddie, mais il y a le carburant qui est devenu beaucoup trop cher, ou qui travaille pour pouvoir payer son carburant, les infirmières libérales, les agriculteurs, les routiers. Le Premier ministre, il leur répond voiture électrique. Mais est-ce qu'on vit dans le même monde? Nicolas Bavrez. Juste d'abord, c'est pas le fait de se refuser à employer le mot, ça ne supprime pas la réalité. Exactement. C'est la première chose. Et même, d'une certaine manière, ça la rend d'autant plus éclatante. La deuxième chose sur l'électrification, ce qui est fascinant, c'est que ça renvoie quand même à l'histoire, parce que lors du premier choc pétrolier, c'est vrai que c'est là que la réaction est née avec le gouvernement Messmer et sous l'autorité de Georges Pompidou, de lancer le programme nucléaire. À l'époque, la dette de la France, c'est 15% du PIB. Donc, c'est exactement 100% du PIB en dessous de ce qu'elle est aujourd'hui. Et donc, ça montre aux Français, parce que qu'on regarde la réindustrialisation, le choc pétrolier, le problème démographique avec l'effondrement de la natalité, le réarmement, on voit très bien que quel que soit le problème qu'on regarde, on n'a plus de capacité d'action, il n'y a plus aucune marge de manœuvre. Et c'est ce qu'on a essayé de lancer comme alerte depuis un certain nombre d'années pour dire le problème de la dette, c'est qu'à un moment donné, il y a d'un côté l'étranglement financier, mais il y a surtout le fait que la puissance publique est complètement désarmée,
vis-à-vis des chocs. Et on est dans un moment de l'histoire où on voit que ça accélère brutalement, que des chocs, on a eu la pandémie, on a eu le choc sanitaire, on a eu l'Ukraine, on a eu maintenant le Moyen-Orient, on a le choc pétrolier, et on a simplement une puissance publique qui est complètement à l'arrêt, paralysée par le résultat de sa gestion totalement défaillante et de l'irresponsabilité du n'importe quoi qu'il en coûte. N'importe quoi qu'il en coûte, j'aime bien l'expression. Rachel Pour Kahn. être libre, il faut être craint, et pour être craint, il faut être puissant. Et le problème, c'est qu'on est effectivement dans une impuissance, et que c'est ça le fond du sujet. Il y a le prix à la pompe, effectivement, mais derrière, c'est véritablement la question de la souveraineté. Et ça, les Iraniens l'ont bien compris. Évidemment, ils s'en prennent à cette souveraineté énergétique.